Bismillahi wa billahi tawfiq. Dans cette vidéo, on continue toujours le chapitre 4 de l'électricité et on abordera donc la partie B, électrocinétique. L'électrocinétique, c'est-à-dire le mouvement des charges dans les conducteurs. Ce mouvement de charge, on lui associe un flux que l'on appelle en électrocinétique, on l'appelle le courant. Le flux de charge, donc, c'est le courant. Le courant, donc, est égal à D de Q sur dt, c'est-à-dire la quantité de charge traversant la section du conducteur par unité de temps, comme le flux hydraulique. Le courant I est exprimé en ampères, Q en coulomb, la charge est exprimée en coulomb, le temps en secondes. Donc 1 ampère est égal à 1 coulomb par seconde. Dans cette partie-là, on ne considérera que les écoulements de charge à régime permanent, c'est-à-dire pour lesquels le flux est constant, c'est-à-dire que le courant I est constant, il est indépendant du temps. Bon. La première loi de l'électrocinétique, c'est la loi d'Ohm. Tout conducteur possède une caractéristique que l'on appelle résistance. Lorsque ce conducteur-là est traversé par un courant I, alors la différence de potentiel entre les bornes de ce conducteur, UAB, est égale à UA moins UB, c'est-à-dire le potentiel en A moins le potentiel en B, est égal à RI d'après la loi d'Ohm. Il est clair donc que RI est positif, c'est-à-dire que le potentiel UA est supérieur au potentiel UB. Les potentiels à l'entrée du conducteur, le potentiel à l'entrée du conducteur est supérieur au potentiel à sa sortie. C'est-à-dire que le conducteur de résistance R produit une chute de potentiel. La différence de potentiel où le potentiel est exprimé en volts, la résistance R en ohm, symbolisée par oméga, et le courant en ampères. Donc ici, c'est le système international. Comme application de la loi d'Ohm, on a ici 3 applications. Le calcul de la résistance d'un filament d'une lampe qui est soumise à une tension de 6 volts et le courant qu'il a traversé de 150 mA. Puisque U égale 6 volts et que I est égal à 0,25 ampères, la relation U égale RI donne alors R est égal à U sur I. La valeur donc de la résistance est 24 ohms. L'exemple suivant, on va calculer l'intensité du courant qui traverse une résistance de 120 ohms on lui applique une tension de 9 volts. Le courant qui traverse cette résistance, c'est 75 mA. Bien. Le troisième exemple, on essaie de calculer la tension, donc U égale RI. On connaît la valeur de R et on connaît la valeur de I. Alors U égale RI donne U égale 0,7 volts. Bien. Donc, ce sont des exercices élémentaires. Dans un circuit électrique, les résistances peuvent être soit montées soit en série, soit en parallèle. Lorsqu'ils sont montés en série, alors le schéma suivant montre que la résistance R1 en série avec la résistance R2 peuvent être remplacées par une seule résistance appelée résistance équivalente à ces deux-là.
Alors, le courant qui traverse, le courant qui rentre dans R1 est le même qui sort de R2. C'est la condition de la série. Alors, le même courant donc va traverser la résistance équivalente. On écrit alors la loi d'Ohm pour R1, U1 égale R1I, U2 pour R2, c'est R2I, U égale REI pour la résistance équivalente. Comme on a U est égal à la somme de U1 plus U2, on obtient alors que la résistance RE est égale à R1 plus R2. On généralise alors cette relation-là en disant que si on a N résistances, alors la résistance équivalente, c'est la somme des résistances, des N résistances, des N résistances en série. Lorsque le montage des résistances est en parallèle, comme le montre le schéma suivant, alors, dans le cas de deux résistances, la tension est toujours la même parce que les résistances sont en parallèle et que à chacune, la loi d'Ohm donne l'expression U égale R1 I1, U égale R2 I2 et la résistance équivalente fois I, le courant somme de I1 et de I2 est égal toujours à U. Comme I égale I1 plus I2, alors on obtient que 1 sur RE est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2, qui donne finalement, donc RE est égal au produit des deux résistances R1 fois R2 sur R1 plus R2. Bien. Donc, lorsque les résistances sont en parallèle, si l'inverse, on fait l'inverse, la somme des inverses des résistances est égale à l'inverse de la résistance équivalente. Donc ici, c'est le schéma qui montre donc lorsqu'on a N résistances. Très bien. En résumé, en série, deux résistances s'ajoutent pour obtenir la résistance RE. En parallèle, RE est égal à R1 fois R2 sur R1 plus R2. Donc, c'est le résultat qui sera le plus souvent utilisé. Le deuxième composant de l'électrocinétique, c'est le générateur et le récepteur. Le générateur et le récepteur. Ces éléments-là, le générateur est un composant qui génère le courant, la tension. Le récepteur est un composant qui consomme donc l'énergie. Le générateur produit l'énergie et le récepteur consomme l'énergie. Là, quand on applique la loi d'Ohm dans une branche contenant des générateurs et des récepteurs, on appelle ça la loi d'Ohm généralisée. Bien. Un générateur est un composant de symbole que l'on peut représenter dans un circuit sous cette forme-là, c'est-à-dire un rond avec une flèche dans le sens du courant. E, si le générateur est sans résistance interne, ou bien on le met sous cette forme-là, c'est-à-dire deux bornes, une borne négative et une borne positive, le courant et le sens du courant. Alors, nous savons que le générateur est une source d'énergie. Alors, lorsque le générateur est réel, il possède donc une certaine résistance interne, que nous notons petit r. On met alors E, petit r, au voisinage du symbole du générateur. La même chose ici, E et petit r. On ajoute une petite résistance à côté, ou bien, sans mettre la résistance, on ajoute un petit r, ça veut dire qu'il y a une petite résistance qui doit être ajoutée à côté du générateur. Ici donc, c'est le générateur réel. Alors, dans ces conditions-là, la loi d'Ohm généralisée
il donne UBA est égal à UB moins UA est égal donc à E moins RI. Elle dépend du courant délivré. E, tension à vide. Cette relation peut s'écrire aussi sous la forme UAB est égal à UA moins UB est égal donc à moins E, parce qu'on rentre de la borne négative, plus RI, c'est la loi d'Ohm appliquée à petit r. Donc la loi d'Ohm généralisée s'écrit sous cette forme-là pour un générateur. Le courant rentre de la borne négative, donc c'est moins E. Il traverse la résistance petit r, donc plus RI. Pour UAB, on va en commençant A, c'est l'entrée du courant, et B, c'est la sortie du courant. Bien. Alors, dans un générateur, nous savons que ce générateur, il nous donne une certaine puissance. On appelle cette puissance fournie par le générateur, PF. Alors, PF est égal à UBA fois I, est égal à EI moins RI au carré. Donc, la tension fois le courant est une puissance. Alors, dans le générateur ici, il est égal à EI moins RI au carré. Sachant que RI au carré, c'est la puissance dissipée par effet Joule dans le générateur. Cette puissance dissipée, il est noté alors P dissipé est égal à RI au carré. Bien. Le récepteur, sa borne positive, le courant rentre de sa borne positive et sort de sa borne négative. Il possède aussi dans la réalité, il possède une certaine perte, R'. Donc je note E' pour le récepteur et sa perte R'. Et la tension U'AB, U'AB est égale à E' en rentre de la borne positive, donc c'est E' plus R'I. C'est la loi d'Ohm connue. Alors, la tension donc aux bornes U'AB, aux bornes de ce récepteur, est égale donc à E' plus R'I. Bien. Alors, la puissance consommée dans le récepteur est égale à la somme des puissances. Celle emmagasinée, c'est E'I, et les pertes, c'est R'I au carré. Les pertes, toujours, la résistance consomme de l'énergie, c'est de l'énergie perdue, on dit qu'elle est dissipée par effet Joule. Alors, c'est le frottement. Elle est due au frottement dans le conducteur. Et E'I est dite puissance emmagasinée dans le récepteur. Donc, il y a deux puissances, la puissance emmagasinée et la puissance dissipée par effet Joule. La somme des deux, c'est la puissance consommée par le générateur. Très bien. Donc, en résumé, dans un générateur, on a la puissance est égale à EI, c'est-à-dire ce qu'il livre, moins ce qui est, lorsqu'il est livré, c'est la tension à vide ici, EI. Alors, quand le courant circule, alors on aura la puissance on aura la puissance fournie par le générateur, c'est la puissance totale qu'il fournit moins ce qui est perdu par effet Joule dans le générateur. La même chose donc dans le récepteur, on a ce qui est emmagasiné dans le récepteur moins ce qui est consommé par effet Joule.
Les lois de Kirchhoff. Alors, pour résoudre les problèmes d'un réseau de circuits, alors on utilise les lois de Kirchhoff. La première loi, c'est la loi d'Ohm. Donc, je sais travailler pour une branche de circuit. Maintenant, c'est les lois de Kirchhoff. On travaille sur le circuit dans sa totalité. Les définitions. On appelle nœud tout point du circuit où on a au moins 3 courants. Comme le nœud A ici. Le nœud A, il y a le courant I1, et le courant I2 et le courant I3. Donc 3 courants, donc A est un nœud. Une branche. Une branche de circuit est une portion de ce circuit comprise entre 2 nœuds. Ces 2 nœuds doivent être consécutifs. Je pars d'un nœud et je continue jusqu'à ce que j'arrive le premier nœud suivant. J'appelle ceci une branche. Comme par exemple, dans ce circuit-là, sous les yeux, vous avez 3 branches. La branche AEB, la branche AL1B et la branche AL2B. Le A est un nœud et B est un nœud. Qu'est-ce que c'est une maille? Une maille est un contour fermé constitué de plusieurs branches. Alors, une maille, on doit trouver un contour. C'est-à-dire, ici, par exemple, entre A et B, nous avons ce contour-là. Il constitue une maille. Un réseau, c'est un réseau ou circuit électrique, tout simplement, et l'association de plusieurs dipôles, actifs ou passifs. Actifs, ça veut dire des dipôles qui contiennent des générateurs, et passifs qui contiennent des éléments récepteurs, comme les résistances par exemple. Alors, ces dipôles sont branchés entre eux par des fils de résistance pratiquement nulle. Voilà donc pour le réseau. Loi des nœuds. Les lois de Kirchhoff, on a 2 lois. Les lois de Kirchhoff sont de 2 lois. La loi des nœuds et la loi des mailles. Alors la loi des nœuds, ça veut dire qu'on va prendre le circuit et on va chercher les nœuds. Ils sont au nombre petit n. Alors, les nœuds, un nœud, c'est le lieu de rencontre de 3 courants. Alors, au moins de 3 courants. Alors, la loi des nœuds, il stipule que la somme des courants entrant dans le nœud est égale à la somme des courants sortant du nœud. Par exemple, ici le nœud N, et le courant I2 rentre, le courant I1 est entrant et le courant I sortant. Donc la somme des courants entrants, c'est I1 plus I2, est égale à la somme des courants sortants, est égale donc à I. Voilà donc la loi des nœuds. On sait écrire donc cette loi pour chaque nœud en regardant le sens des courants. Ce qui rentre, la somme de tout ce qui rentre est égale à la somme de tout ce qui sort. Bien. La loi des mailles. Alors, la loi des mailles, on décompose le circuit en N branches qui sont adjacentes et chaque branche a une tension UK en ses bornes. UK donc c'est la tension aux bornes de la K1 branche par exemple. Alors la loi des mailles, il stipule que la somme de K égale 1 jusqu'à N, si on a N branches, des UK est égale à 0. Ici donc c'est une somme algébrique. Exemple. Soit la maille A, R1, B, donc A, R1, B, E, R2, A.
une maille ici. Ici, c'est une maille. Voilà la maille considérée. Donc, je pars d'un point et je ferme le contour. Cette maille est formée de deux branches. La branche AR1B et la branche AR2B. AR2EB. Bien. La loi des nœuds. En A, nous avons I égale I1 plus I2. Il est clair, pas la peine d'écrire la loi des nœuds en B parce qu'on va avoir les courants qui rentrent, ce sont I1 et I2, et le courant qui sort, c'est I, on va obtenir la même équation. Bien. La loi des mailles. La loi des mailles, j'ai alors R2, I2. Si je tourne dans ce sens, alors le courant I1, I2 traverse R2, donc c'est R2, I2. Je rentre de la borne positive, donc plus E. Je traverse R1 dans le sens inverse du courant I1 et je mets alors moins R1, I1 est égal à 0. Bien. Donc voilà l'écriture de la loi des mailles, de la loi des mailles appliquée à cette maille ici. Alors, la méthode de Kirchhoff. La méthode de Kirchhoff, c'est que dans un circuit électrique, on compte le nombre de nœuds. Si le nombre de nœuds est n, dans l'exercice 1 par exemple, alors l'exercice 1 il est ici. Dans l'exercice 1, il contient ce circuit, et dans ce circuit, on a deux nœuds, le nœud A et le nœud M. Alors, bien, donc on écrit, alors dans ce circuit, dans un circuit quelconque, on a n nœuds. Exemple, n égale 2 et B branches. Le nombre de branches, on a n nœuds et B branches. Dans l'exemple de l'exercice 1, B est égal à 3. C'est-à-dire on a 3 branches. Regardez, la branche A, B, M, la branche A directement vers M, et la branche A, C vers M. Donc 3 branches. Très bien. Alors, donc la méthode de Kirchhoff, on regarde le nombre de nœuds, et on regarde le nombre de branches. Le problème consiste donc à trouver les intensités des courants dans chaque branche. Parce que chaque branche est traversée par un courant. Le courant I1, le courant I2 et le courant I3 si on a 3 branches. Sinon, on peut ajouter chaque branche à un courant. Donc, on peut écrire I1, I2, I3, IN. Dans chaque branche, alors, on a B branche, donc automatiquement B est égal à 3. C'est le nombre d'inconnus. Le nombre d'inconnus, c'est les inconnus, ce sont les courants qui circulent dans les branches. Le nombre d'inconnus donc est égal au nombre de branches. Très bien. Voilà donc le problème posé. Alors, principe de la méthode, on écrit la loi des nœuds en n-1 nœuds. C'est-à-dire que l'on considère que le nombre de nœuds indépendants est égal à n-1. n-1, dans le cas de l'exercice comme n égale 2, donc un seul nœud est suffisant. La loi des nœuds doit être écrite uniquement en un seul nœud. Le nœud A ou le nœud M dans l'exercice. Très bien. Alors, le nombre d'inconnus restants est B moins n-1. Le nombre d'inconnus est égal à B. On doit retrancher le nombre d'équations des nœuds que nous avons écrit. Nous avons écrit n-1 équation des nœuds. Donc on retranche ceci. Dans l'exercice, c'est 3 moins 1 est égal à 2 inconnus qui restent. Nous avons 3 inconnus au départ. On enlève l'équation du nœud écrite, n égale, parce que dans l'exercice, il y a une seule équation du nœud. Alors, on obtient donc il nous reste alors 2 équations à trouver. Alors, on écrit alors la loi des mailles
en B-N-1 mailles. Donc, ce nombre d'inconnus restants, on choisit le même nombre de mailles égale au nombre d'inconnus, un nombre de mailles égale au nombre d'inconnus, et on écrit alors la loi des mailles pour ces mailles-là. Alors, donc, dans l'exercice, comme le nombre d'inconnus qui restent c'est 2, on doit choisir alors 2 mailles. Donc, on doit choisir 2 mailles et on écrit la loi des mailles pour ces 2 mailles que nous avons choisies. Il est clair que dans l'exercice, nous avons 3 mailles. Une maille, 2 et une troisième, celle de l'extérieur. Donc, comme on a 3 mailles, mais nous, on a besoin uniquement de 2 mailles. On peut écrire la loi des mailles pour cette maille-là et pour celle-ci, et c'est fini pour l'exercice. On peut écrire la loi des mailles pour cette maille, et pour la maille extérieure, encore, c'est une solution. Ainsi de suite. Bien. Mais, donc, le système obtenu, nous avons n-1 équation des nœuds et b-n-1 équation des mailles. Alors, nous avons B équation. Parce que la somme des équations, n-1 plus b-n-1 est égal à b équation, et c'est b équation donc est égal au nombre d'inconnus b, donc le nombre d'équations est égal au nombre d'inconnus. La solution donc est unique, peut être trouvée mathématiquement de façon un peu compliquée, mais il y a moyen de solutionner le problème, c'est ce qui nous intéresse. Alors, dans cet exercice-là, on va faire l'application de la loi des mailles et la loi des nœuds pour trouver les courants qui circulent dans les branches de ce circuit. Les données de l'exercice, les résistances, on a leur valeur, 10, 15 et 10 ohms. Les générateurs E1 et E2, on a 12 volts et 20 volts. Bon, le choix du sens des courants ici, il est arbitraire. Il est clair que nous avons mis I1 dans ce sens, c'est-à-dire que nous avons considéré E1 comme générateur. Et nous avons mis I2 dans ce sens, ça veut dire que nous avons considéré I2 comme récepteur. Ce choix-là est arbitraire. Une fois le calcul des courants est obtenu, tout courant positif conserve le choix de son sens tel qu'il est posé sur la figure ici. Tout courant négatif, alors ça veut dire que le choix sur la figure doit être inversé, c'est-à-dire que le courant doit circuler dans le sens inverse à celui choisi sur la figure. Mais de toute manière, nous, on a le droit de mettre un sens de façon arbitraire pour pouvoir faire les calculs. Bien. Alors, nous avons 3 branches, donc 3 inconnus. Les inconnus sont I1, I2, I3. Très bien. Le nombre de nœuds, c'est 2. Donc, on a une seule équation au nœud qui est indépendante. Là, on prend le nœud A ou le nœud M, c'est la même chose. Il donne toujours I3 est égal à I1 plus I2. Très bien. Donc, je vais prendre la maille BA, M, B. Cette maille-là, la première maille ici. Alors, la deuxième maille, c'est C, M, A, C. C, M, A, C, c'est-à-dire cette maille-là. Alors, les équations des mailles, c'est la somme des tensions. La somme des tensions est égale à 0. Donc, nous avons, si je prends cette maille, alors je commence de B. Entre B et A, j'ai 10 fois I1. Entre A et M, j'ai 10 fois I3. Que j'ajoute à 10 fois I1.
quand je continue entre M et B, le courant rentre de la borne négative ici, donc c'est moins E1, c'est-à-dire moins 12, est égal à 0. Dans l'équation, nous avons mis est égal à 12. Très bien. Donc voilà une équation de cette maille-là. Alors, pour la deuxième maille, nous avons, on regarde pour I3, donc je commence de A et je circule dans ce sens. Alors, entre A et M, j'ai 10 fois I3, plus 20, je rentre de la borne positive, le courant rentre de la borne positive, plus 20, plus 15 I2 est égal à 0. Donc, le plus 20 va devenir moins 20. Voilà donc 3 équations à 3 inconnus. La solution peut être faite soit par substitution, en remplaçant par exemple I3 obtenu à partir de cette équation, on peut le remplacer ici et là et obtenir 2 équations à 2 inconnus. Il peut être fait par la méthode des déterminants. Mais dans tous les cas, on obtient ici I2 est égal à moins 1,3 ampères. I2 est égal à moins 1,3 ampères. I2, celui-ci, moins, il est négatif. Puisqu'il est négatif, donc I2 normalement est un courant qui circule dans le sens ici. Dans le sens qui est inversé. Ça veut dire que cet élément-là, E2, est un générateur. Mais bien. Alors, VAM est égal à 23. VAM, c'est-à-dire on calcule la tension. Calculer la tension VAM, donc VAM, on peut le calculer directement à partir de cette équation-là, c'est-à-dire VA moins VM est égal à 10I3. Alors, I1 est égal à 1,25 ampères. I1 est égal à 1,25 ampères, c'est positif, donc I1, le sens de I1, c'est le même que celui choisi. I3 est égal à moins 0,05 ampères. I3, c'est moins. Donc, I3, c'est un courant qui circule dans le sens inverse à celui choisi sur cette figure. Il circule de M vers A. Alors, si on utilise la méthode des déterminants, alors on écrit ces équations-là d'une manière, on les arrange sous une forme, et on cherche alors le déterminant du système, et on cherche le déterminant de chaque courant, et on obtient donc la solution. Ceci sera expliqué dans une autre vidéo. Il est clair que la puissance du générateur E1, c'est 12 volts fois I1. La puissance du générateur E2, c'est 20 volts fois la valeur de I2, qui doit être positive. La puissance dissipée dans les résistances, c'est 15 I2 au carré plus 10 I3 au carré plus 10 I1 au carré, et on obtient donc la puissance dissipée par effet Joule dans tout le circuit. Bien. Ici donc on a expliqué comme quoi la valeur obtenue pour I2 est négative, donc le sens de I2 sera l'inverse de celui marqué sur le schéma. Et même chose pour I3. Il faudrait mettre en tête que l'écriture des équations des mailles se fait de la manière suivante. Ici, on a détaillé un peu le calcul des équations des mailles. Et on a fait toutes les mailles, les 3 mailles. Donc, pour la maille AMBA, on écrit UA moins UM, plus UM moins UB, plus UB moins UA est égal à 0. Ceci, on le voit d'après cette somme. Il est clair que cette somme-là est égale à 0.
Alors, on remplace UA moins UM par sa valeur. UA moins UM, si je vais dans le schéma, UA moins UM. UA moins UM. Donc, est égal à 10 I3. Voilà, 10 I3. UM moins UB, c'est moins E1. UM moins UB, c'est moins U1. Moins E1, c'est ce qui est marqué ici. Et 10 et 1 pour cette différence de potentiel est égal à 0. On obtient donc cette équation. Pour l'autre maille, la même chose, on obtient cette équation-là. Pour la troisième maille, quand on l'écrit sous cette forme-là, on obtient cette équation. Il faudrait prendre uniquement deux équations. Alors, on prend cette équation, ou celle-ci, ou on prend deux équations. Dans l'exercice ici, nous avons pris les deux premières. Mais on peut prendre la première et la troisième, ainsi de suite. Je vous remercie. Wassalamu alaikum.